Durant votre mandat à la tête du ministère de la Justice, vous avez géré le dossier Elda. Ce dossier qui a fait couler encre et salive, et vous êtes vu comme celui qui a fermé cette église. Est-ce que vous y ressortez avec regret? Êtes-vous satisfait de la manière dont vous avez mené ce dossier qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore connu son épilogue? Cette question-là, ces dossiers, je l'ai traité sous la direction de son Excellence, Messieurs les gouverneurs des provinces. Lorsqu'il s'agit de la notion du maintien de l'ordre public, cela ne relève pas de la compétence du ministre de la Justice, mais de son Excellence qui est censé maintenir l'ordre public. S'il s'agit de la ville, même les maires de la ville, qui disposent la police pour maintenir l'ordre public. Et la décision de la suspension des activités de l'église Elda, c'est une décision qui a été prise par les membres du Conseil de sécurité qui ont fait état des troubles de l'ordre public par les adeptes de l'église Elda. Le ministre de la Justice n'a pas pris une décision parce que le ministre agit sur base d'un arrêté qui peut être contresigné avec son chef direct qui est le gouverneur des provinces. Même notre façon de donner l'information à la population, nous l'avons fait sur base d'un communiqué officiel. Préambule de notre communiqué, nous avons été clairs sur instruction de son excellent monsieur le gouverneur. Nous procédons à la suspension des activités étant donné que l'ordre public a été perturbé. De loin ou de près, votre ministre n'a rien pris comme décision. Cette question-là, jusqu'à preuve du contraire, continue à être gérée par l'autorité provinciale, par aussi les membres du Conseil de sécurité, parce qu'il s'agit de la question de l'ordre public. Quelle analyse vous faites de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, les modalités de perception de cette taxe, en tant que ministre ou ancien ministre sectoriel? Je ne cesse de le dire, jusqu'à preuve du contraire, je suis ministre au sein du gouvernement dirigé par Mathias Kabea Mathiabidi. Il a pris au gouverneur, dans son pouvoir discrétionnaire, de décider de me retirer les deux portefeuilles. Mais je vois, dans ma façon de travailler, je n'ai jamais fait l'objet d'une certaine observation de la part du gouverneur des provinces. Bref, j'ai mon rapport en tant que ministre, un rapport trimestriel, tout en présentant les rapports, les bilans de mes activités au niveau de mon ministère. Mais ce sont des postes politiques. S'il a estimé de me retirer ces portefeuilles qui apparaît comme un portefeuille clé, parce que dans la, comment dirais-je, la structure même gouvernementale, le ministre de la Justice, c'est un ministère qui vient après les autres portefeuilles. Mais aujourd'hui, il a voulu élever le ministère des droits de l'homme comme étant un ministère clé. J'estime que je pourrais encore faire davantage dans ce ministère des droits de l'homme. Je ne regrette pas, mais en tant que ministre, ce portefeuille, je pouvais, de quoi je suis capable dans ce ministère de la Justice. Parce que vous avez vu, devant moi, le travail abattu, preuve à l'appui par rapport à la gestion du dossier de la prison de la réhabilitation, les conditions carcérales, j'ai démontré que j'ai fait un travail. J'ai aussi démontré que j'avais les soucis d'avoir la maîtrise des dossiers judiciaires de la province. J'ai écrit des correspondances en invitant même les conseillers juridiques pour que nous puissions travailler en symbiose pour défendre les intérêts de la province. Mais c'est un constat malheureux de voir qu'il y a eu des obstacles pour empêcher à ce que les ministres de la Justice puissent avoir la même mise de l'ensemble des dossiers faisant partie de son ministère. Parce que les budgets
parle aussi des dossiers judiciaires qui doivent être gérés par les ministres de la Justice. Ce n'est pas un regret, c'est pouvoir discrétionnaire. Je vais continuer à travailler, je ne démissionnerai pas, je vous le dis sincèrement. Je vais continuer à faire ce travail-là jusqu'à ce qu'il va plaire au gouverneur un jour de prendre la décision, soit de me faire partie, ça ne dépendra que de lui. Parce que c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Oui, tout le monde connaît, j'entretiens de bonnes relations avec le gouverneur. Et les relations devraient maintenant être des relations purement professionnelles. Ce ne sont pas des relations amicales. J'ai accepté de quitter comme député provincial pour travailler aux côtés de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pas pour son intérêt, mais pour que les programmes que nous avons tous présentés à l'Assemblée provinciale lors de notre investiture, que les solutions soient positives pour l'intérêt de la population kassaïenne. Voilà la présence, voilà l'intitulé, voilà l'intérêt de M. Yves dans ce gouvernement Mathiabidi. Je ne regretterai rien, c'est la politique, on accepte, on continue, on avance pour l'intérêt de notre province. Parce que nous n'avons pas intérêt à créer des zones de tension au moment où le chef de l'État est préoccupé à des questions importantes. Les problèmes de l'Est, ça préoccupe le président de la République. Mais nous devons agir avec stratégie pour éviter à chaque fois qu'il y ait des tensions, pour éviter à chaque fois qu'il y ait des remous sociaux. C'est ce que le président de la République attend de nous. J'ai fait longtemps sans pour autant parler, donner mon point de vue en tant qu'acteur politique, en tant qu'autorité d'un ministère. Donc, les relations, moi je les prends aujourd'hui dans les cadres purement professionnels. Si on trouve dans les cadres professionnels qu'il y a des choses qui n'avancent pas, nous sommes appelés à parler, à expliquer. Nous sommes appelés à ce que le gouverneur puisse nous écouter, parce que nous, les responsables des départements. Ça, c'est la première réponse. Concernant les problèmes de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, c'est le libellé qui est repris dans ces documents ici de la nomenclature. C'est bien dit, taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction dans les ministères des Finances. On n'a pas dit, on n'a pas ajouté les libellés taxe conventionnelle pour la reconstruction des motocyclistes. Dans la loi, on ne retranche rien, on n'ajoute rien. Parce que c'est une ordonnance qui a été signée par le président de la République, qui présente la nomenclature des taxes. Mais lorsque on crée une taxe, on ne crée même pas, lorsqu'on fait faire appliquer une taxe qui est dans un ministère donné, ministère des Finances, on l'amène dans le ministère des Transports qui était digéré par le ministre des Transports. On doit avoir l'avis technique du ministre des Transports. On ne peut pas entrer dans un secteur de quelqu'un sans pour autant l'intéresser. Quand on l'intéresse, vous pouvez avoir une initiative venant du ministre des Finances, vous intéressez votre collègue des Transports, il analyse froidement la question. Vous créez l'ambiance dans le cadre du travail et vous prenez des décisions qui doivent être portées à l'attention des autres collègues ministres au sein du Conseil des ministres. Au sein du Conseil des ministres, qui est l'organe d'instance, de discussion, de concertation sur toutes les questions de la province, sur toutes les questions qui engagent les gouverneurs, qui engagent les ministres. Je suis surpris de constater que mon collègue des ministres des Finances, qui prend l'initiative d'une taxe spéciale, qui me donne les documents, je vois une convention, je lis la convention, je dis non. On dit, représenté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. À la fin, on dit, la signature, ministre des Transports et ministre des Finances. D'emblée, on est censé être, au même moment, à cette époque-là, ministre de la Justice, qui agit conformément aux tests légaux. Tout acte d'un ministre de la Justice doit se faire à la loi. C'est les techniciens du gouvernement provincial chargés de traiter les questions
relatifs à la justice, aux droits de l'homme, c'est toujours moi, et aussi dans le secteur des transports. J'observe et je dis, collègues, il faut attendre que nous allons analyser ces dossiers-là. Non, les collègues est allé précipitamment en présentant ces documents à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et en convoquant une réunion avec les acteurs principaux de mon secteur et mon collaborateur direct, qui est le chef de division des transports, et les autres partenaires qui sont dans mon secteur. Et ces jours-là, les patrons de ce secteur n'ont pas été invités. On présente un document que tout le monde devait signer. Et on procède directement à l'exécution de cette convention, sans pour autant faire passer ces documents au Conseil des ministres, sans pour autant que les collègues ministres puissent avoir la latitude, le temps de prendre et de mettre aussi les avis. Ce n'est que normal. On ne pêche pas. On n'est pas pressé pour la mobilisation des recettes. Parce que ce secteur-là, il y a autant de taxes. Il y a la vignette, taxe de stationnement, ainsi de suite. On devait donner une autre idée en ce qui concerne les modalités de paiement de ces taxes-là. Parce que vous avez suivi, tout le monde dit, nous n'avons pas refusé de payer les taxes qui sont reconnues dans cette ordonnance. Ceux qui sont prêts à payer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est sensibiliser, vulgariser et arriver à mettre en place un protocole d'accord axé sur les modalités de perception de cette taxe-là. Pas de la taxe qui concerne vignette, taxe, contrôle technique et puis ainsi de suite. Mais on ne doit pas prendre une taxe qui ne relève pas du secteur des transports, on les met dans le secteur des transports. Ça, c'est une violation de la loi. Et aussi, dans les dits budgétaires, les actes générateurs qui sont confiés au ministre des Transports, je n'ai pas vu la taxe spéciale conventionnelle. Et vouloir dire la vérité conformément à la loi, on doit inciter les gens, on doit donner un rapport qui est contraire à la procédure telle que réglementée par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement central, du gouvernement provincial. Non! Tout commence entre les ministres. Même si cette question-là a été abordée, si cette question a été abordée dans l'un des conseils des ministres, il y a ce qu'on appelle la mise en place de la commission ad hoc. Et ce n'est pas toi les patrons, ce n'est pas toi qui dois prendre les devants dans le secteur des transports. Je continue à dire tout haut que la procédure a été biaisée par les collègues des finances, qui n'ont pas eu la maîtrise de ces dossiers, qui se comportent avec des méthodes que je constate comme étant des méthodes qui sont, comment dirais-je, qui sont contraires à la loi. Il doit se référer avant de poser de tels actes. Je vais plus loin. J'ai l'impression que les ministres des Finances cherchaient les portefeuilles des ministres de la Justice d'antan. Parce que la preuve, aujourd'hui, là, les ministères des Transports. Parce qu'à part la convention que je remets en cause, moi, parce qu'il a induit, il a voulu induire tous les gouvernements provinciaux en erreur, si on n'était pas prudent. Il y a encore un autre document qu'il avait signé, à mon insu, octroyant à une société la fabrication, la production des plaques, des permis de conduire et aussi des différents éléments concernant le trafic routier. Alors que lui-même avait amené cette délégation dans mon bureau. Et cette délégation avait même écrit au ministre des Transports et j'ai réagi sollicitant auprès de cette société les documents constitutifs de la société. Et lui dire aussi, il faut passer par la procédure de la passation des marchés. Chose grave. Au moment où moi j'attendais les éléments, le 6 octobre, le 7 octobre, les correspondances sont notifiées auprès de son Excellence, auprès de la DGCO, auprès de mes collègues des ministres des Finances, mais je suis surpris de voir un protocole d'accord signé entre les ministres des Finances et cette société-là. Sans que ça passe par les conseils des ministres. On se pose la question, pourquoi c'est là? On cache quoi dans tous ces documents-là, dans tous ces protocoles d'accord-là?